avions vu l'autre fois comment on pouvait reconnaître le titre d'un coach, on a vu également comment pallier au manquement d'un coach lorsque celui-ci n'a pas les qualités et n'emploie pas les meilleures méthodes, comment on peut faire pour pallier. Et bien aujourd'hui, je vais plutôt aller dans l'autre sens, sous l'angle coach. Comment est-ce qu'un coach doit-il améliorer ses compétences et aussi comment faire pour être un meilleur coach. Et je sens déjà arriver beaucoup de gens qui vont me dire eh bien, ça ne sert à rien d'écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que je ne suis pas coach, donc j'ai pas besoin de savoir comment est-ce que je dois faire pour être un des meilleurs coachs et être connu comme tel. Eh bien, détrompez-vous, parce que si vous voyez votre coach donner cours et qu'à un moment donné, vous voyez apparaître un des éléments que je vais vous citer, eh bien, vous pourrez vous dire, ah, eh bien, lui, au moins, il le sait, c'est quelqu'un qui connaît au moins un des critères de ce qu'est d'être un bon coach et donc je suis peut-être sur la bonne personne. Donc vous pourrez vous dire oui, j'ai affaire à quelqu'un qui est bon et ça vous confortera dans le choix que vous avez fait. Eh bien, le premier élément, c'est qu'un coach, il n'est pas là pour garantir uniquement le succès et le progrès de son sportif, je vais dire ça comme ça dans une certaine généralité, mais pas seulement, mais surtout, il va devoir faire face et apporter à son sportif, à son athlète, tous les éléments, outils, trucs, astuces pour diminuer au maximum et le plus possible la part de hasard et ainsi favoriser sa performance sportive. En effet, l'athlète n'est pas un pion que l'on bouge sur un échiquier comme bon semble au coach, et ce n'est pas non plus une personne qui est juste limitée à donner de la technique à son sportif et de s'en tenir à ça. C'est autre chose que ça. Derrière le joueur, eh bien, il y a un homme, une personne qui est complexe, qui arrive avec ses doutes, ses croyances, ses objectifs, ses craintes, ses blocages, mais également ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et aussi tout ce qui tourne autour de son entourage et de son environnement. Peu importe la condition physique d'un athlète, d'un sportif, on ne peut performer au maximum de son niveau si son entraîneur ne s'intéresse pas à l'homme derrière le sportif. C'est la bienveillance. C'est ce qu'on appelle le management de bienveillance. C'est un peu à la mode maintenant, on laisse un peu tomber le côté militaire des entraînements, style américain, pour se tourner vers ce style un peu bienveillant qui vient un peu, à mon sens, du côté nordique, du côté des Norvégiens, Suédois, qui ont une notion un peu plus fun de la manière d'enseigner, même dans les écoles. À mon avis, c'est là que ça vient, cette notion de bienveillance. La bienveillance, eh bien, ce n'est pas un objectif en soi, c'est plus un moyen. C'est une façon de donner cours, une façon de donner un encadrement, de donner un lieu de cours, mais ce n'est pas un objectif en soi. Pourquoi? Parce que l'athlète, lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Des résultats, gagner des médailles, monter sur le podium ou réussir à réaliser certaines figures qu'il était incapable de faire par le passé. Et d'un autre côté, eh bien, si l'on regarde côté public et que vous êtes un amateur de sport, par exemple de football ou de tennis, eh bien, qu'est-ce qu'on retient en général? Eh bien, c'est que on ne retiendra que les entraîneurs qui ont amené des sportifs à des médailles ou à des coupes ou à avoir gagné des grands chelems, etc. Vous n'entendrez jamais qu'on va retenir un entraîneur qui n'a jamais amené une équipe d'un sportif au niveau des trois meilleurs sportifs dans leur catégorie. Par conséquent, eh bien, on peut dire que l'entraîneur est toujours jugé en fonction des résultats et pas de la manière dont il va donner cours. Ce n'est pas la douceur qui sera retenue par le public ni par les sportifs eux-mêmes, mais la capacité qu'a l'entraîneur de révéler le potentiel de ses athlètes et de l'amener là où il pourra exercer en pleine capacité
tout son potentiel de sportif de haut niveau. C'est un point aussi très important, c'est la relation qu'il y a entre le sportif, l'élève et son entraîneur. Il faut évidemment que la relation soit saine, sans ambiguïté, qu'elle se passe dans la confiance, dans l'honnêteté, qu'il n'y ait pas de mensonge, pour qu'il y ait une confiance absolue, surtout si on a affaire à des sports où le coach est amené à vous sécuriser pour certaines figures. On pensera à la gymnastique artistique, par exemple, hein, ou également en soufflerie, où à partir du moment où il y a des mensonges déjà au sein de la relation élève en dehors de la pratique du sport, bien, il est sûr que ça va avoir des répercussions au sein de votre sport après. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance à un coach qui vous a menti sur un truc en dehors, que ce soit sur l'organisation, etc. Et puis qu'après vous devrez pratiquer votre sport en disant je remets ma vie entre ses mains. Ça devient un peu difficile lorsqu'on en arrive à des situations comme ça. Donc la relation coach-élève doit être vraiment saine, sans ambiguïté, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'ouverture. Il faut aussi beaucoup de confidentialité parce qu'il va être amené à devoir parfois avoir des informations de la part de son élève qui touchent à sa santé, à sa vie privée, etc. On n'a pas envie que tout cela, ça se retrouve sur le marché parmi les autres athlètes et vis-à-vis des coureurs qui pourraient l'utiliser évidemment en leur faveur également. Donc tout cela, eh bien, ça doit se passer dans une relation vraiment de confiance, de bienveillance, de confidence, de secret. Ce sera de déterminer dans quel contexte vous recevez le plus de compliments. Est-ce que c'est comme je vous l'ai dit tantôt, est-ce que c'est un petit peu au niveau des hiérarchies? Est-ce que c'est les hiérarchies qui vous donnent le plus de compliments parce que vous rapportez bien les éléments, les informations du bas vers le haut et du haut vers le bas et de manière horizontale? Est-ce que vous êtes apprécié au sein de votre organisation dans la pyramide de votre club ou est-ce plutôt par rapport à vos relations avec vos élèves, avec l'entourage? Est-ce que c'est quand vous donnez cours ou est-ce que c'est uniquement lors des accompagnements, des organisations, etc. Eh bien, tout cela, essayez de déterminer le contexte dans lequel vous avez plus de compétences, de compliments, de remerciements, et ainsi vous pourrez déterminer avec certitude quel est votre don ultime et quelles sont l'activité où vous avez le plus de reconnaissance, et c'est celle que vous devez travailler pour vous différencier des autres coachs et être considéré un des meilleurs parmi les meilleurs. Eh bien, il ne suffit pas d'être seulement breveté ou diplômé, il faut également avoir un passé sportif, souvent ça aide, hein, parce que si on a affaire à un coach qui a été vice-champion du monde ou qui a été champion de Belgique ou qui a amené des élèves à amener au niveau international, eh bien il sera un peu mieux coté que les autres et c'est surtout le cas si dans certains lieux d'activité sportive, eh bien les coachs ont tous le même prix. Il arrive que pour ne pas se faire concurrence au sein d'une association ou d'un club, eh bien tout le monde a le même prix. Ben, au même prix, autant prendre le meilleur, celui qui a plus d'expérience, qui a un passé sportif important et qui a pu amener des élèves à un haut niveau. C'est quand même un gage de qualité. Par conséquent, de nos jours, eh bien, il ne suffit plus donc, comme je viens de vous le dire, d'avoir des compétences au niveau sportif et avoir un brevet et une expérience de sportif et avoir des bons clients qui ont percé au niveau international. Il faut également avoir d'autres flèches à son arc et on peut citer la vente, le management, le marketing, etc. Donc, les compétences de base ne suffisent plus si on veut se démarquer de la panoplie qu'il existe actuellement de coach, entraîneur, préparateur physique, préparateur mental. Par conséquent, on peut retenir deux éléments, c'est que un bon vendeur, un bon marketeur et un bon manager ne fera pas nécessairement un bon entraîneur, mais un excellent entraîneur doit toujours être un bon vendeur, un bon marketeur et un bon manager, également être à l'écoute, avoir une écoute active et être disponible pour écouter les craintes, les doutes, les inquiétudes de ses athlètes, mais également de ses collègues ou de la hiérarchie. Il devra donc avoir aussi ses compétences, c'est sûr, ça c'est un fait, et il devra aussi être
comme un caméléon, savoir s'adapter à tout le monde, à toutes les circonstances et à toutes les personnes. Ça doit vraiment être quelqu'un qui est un caméléon. L'entraîneur est donc amené à comprendre ce dont a besoin chaque sportif et ça, c'est l'art d'un bon entraîneur. Il doit déterminer l'objectif de son athlète. Tous les athlètes et tous les sportifs qui viennent au centre n'ont pas le même objectif. Après. Par conséquent, l'entraîneur devra être à l'écoute des objectifs de son élève, savoir les comprendre, l'amener à remplir ses objectifs et ne pas faire l'inverse, ce qu'on voit de plus en plus actuellement, que les élèves servent souvent à rendre les objectifs de l'entraîneur efficace et optimum. En général, certains entraîneurs, et c'est de plus en plus pour l'instant, je remarque ça un peu partout, eh bien les entraîneurs ont des objectifs et ils utilisent leurs élèves pour avoir leurs propres objectifs remplis. Et ça, c'est aller à l'inverse du rôle du coach. Le coach est là pour établir et remplir les objectifs de son élève et non l'inverse. En résumé, eh bien, on terminera ce point en disant que pour être un bon entraîneur, il faut savoir écouter, être disponible à tout moment, être à l'écoute de son sportif qui choisit sa méthode, ce qu'il veut, le temps où il veut, le nombre d'heures qu'il veut, quand il veut, etc. On est un peu à la merci et à l'écoute de son élève et pas l'inverse. On n'est pas là pour remplir nos objectifs, mais ceux de son élève. Et un manager-entraîneur, eh bien, il n'est pas là pour ingurgiter toutes les nouvelles théories qui sont sur le marché, mais il est là surtout et principalement pour développer une capacité à écouter, à comprendre et à répondre aux questions posées par ses élèves pour l'amener à la performance qu'il souhaite. Et c'est juste un potentiel que l'on amène à un élève, et nous, on doit avoir la capacité d'y répondre, mais avoir une multitude de diplômes ne fera pas la différence. Ce sera tout simplement avoir la capacité à écouter et à comprendre, et ça fait beaucoup déjà pour être un excellent coach. Être un excellent coach n'est pas seulement un avantage pour ses élèves. Être reconnu comme un beau coach, être reconnu internationalement et auprès des gens du milieu, eh bien, c'est un plus, mais c'est aussi un avantage pour le club ou le lieu de sport où vous travaillez, car c'est aussi une renommée pour le club également ou pour le lieu où vous travaillez. Il va de soi que si on a affaire à un mauvais coach dans un centre, eh bien, ça aura des répercussions sur le centre, puisque les gens iront autre part pour ne pas avoir ce coach-là, et par conséquent, ça peut faire mauvaise image. Par conséquent, c'est une responsabilité de la part de l'entraîneur, du coach, de savoir que son implication dans l'entreprise où il travaille, mais également au sein de ses élèves a une portée beaucoup plus grande qu'il ne le pense. Ça ne touche pas simplement ses élèves, ça touche à la popularité et à la reconnaissance par le public et au niveau international du club ou du lieu où il travaille. Donc, c'est une responsabilité, pas seulement pour soi d'être un bon entraîneur bien reconnu dans le monde, mais c'est aussi pour faire fructifier et donner une bonne image à ses élèves qui partent avec une carte de visite d'avoir fait leur cours et leur formation à tel endroit, mais également c'est une carte et une image pour le lieu dans lequel vous travaillez et il faut en tenir compte parce qu'il suffit parfois, comme on dit, d'une poire pourrie dans un plat pour que tout soit pourri et ça peut aller très vite. Il y a le coach qui est souvent un manager, eh bien, doit également posséder toutes les compétences d'un leader. Alors, un leader, c'est quoi par rapport à un manager? C'est qu'un manager, eh bien, il a obtenu ses fonctions dans le cadre de son entreprise, c'est donc un poste de travail, tandis qu'avoir du leadership, eh bien, ça, c'est lié à votre charisme. Il y a des gens qui l'ont en eux et il y a des gens qui ne l'ont pas. Ça peut s'acquérir par l'expérience, mais le leader, c'est quand même principalement basé sur des soft skills et par conséquent, eh bien, tout ça, c'est plutôt de l'inné, ce qui est naturel, qui vient de vous. Alors, comme dit toujours mon coach Franck Nicolas, eh bien, on peut être un bon leader sans être manager, mais il faut nécessairement, pour être un bon manager, être
un bon leader. Et il arrive très souvent avec un syndicat, quand il veut faire grève, il y en a certains qui ont difficile de regrouper tous les employeurs pour obtenir un maximum de personnes pour faire le mouvement syndical, et vous avez parfois un simple ouvrier qui lui n'a aucune compétence et qui n'est chef de rien du tout, qui lui, en ameutant les troupes, eh bien, parvient à faire bouger un grand nombre de personnes en peu de temps. Eh bien, ça, c'est la différence entre un leader et un manager. Il y a des managers qui sont incapables de mettre en mouvement une masse, et il y en a de ceux, ben, ils ne sont pas managers, ils n'ont aucune compétence au niveau des postes de travail, mais ils parviennent à ameuter les troupes, à les regrouper et à en faire une cohésion. Et bien ça, c'est la différence entre un manager et un leader. Et être manager dans le sport, c'est les mêmes caractéristiques que si vous étiez manager dans une entreprise ou bien si vous gériez une maison, une commune, etc. C'est toujours les mêmes qualités qui reviennent. Donc, je vais très rapidement les renommer. Il y en a de ceux que vous aurez déjà entendus précédemment et de ceux qui sont nouveaux. Et bon, ça peut aussi être le sujet d'une vidéo séparée par chaque élément. Donc ça, on verra à l'avenir si on a l'occasion d'y revenir ou pas. Donc, première qualité qu'un leader devra avoir, c'est avoir une facilité de communication, que ce soit la communication verticale ou horizontale. Deuxièmement, eh bien, il doit savoir gérer le changement, préparer au changement, anticiper les changements et essayer d'aller vers de la nouveauté et toujours être à l'avant-poste de toutes les nouveautés qui pourraient apparaître sur le marché. C'est plutôt des veilleurs. Donc, ce sont des gens qui savent s'adapter, qui sont flexibles, qui vont savoir utiliser les méthodes de travail et les adapter à la personne avec laquelle ils vont devoir travailler. Chaque personne a une personnalité, une psychologie différente et ils vont donc devoir adapter leur méthode de travail pour arriver à un objectif principal qu'ils ont désigné avec cette personne, et pour ça ils vont devoir être adaptables, flexibles, à l'écoute et avoir une méthode de travail adaptée en fonction de chaque personne. Donc chaque méthode de travail sera personnalisée avec la personne avec qui ils ont affaire en face. Enfin, quatrièmement, eh bien, ils devront être un exemple, une inspiration pour tous ceux qui sont autour d'eux, que ce soit leurs élèves ou aussi leurs collaborateurs, mais également leurs supérieurs. En effet, ceux qui sont leaders, eh bien, ils ont acquis entre eux une façon d'inspirer et d'être un exemple pour les autres. Un exemple tout simple, eh bien, on verra mal un entraîneur commencer à avoir une hygiène de vie qui n'est pas comparable à ce qu'on demande d'un sportif. Donc, les leaders sont des gens qui sont particulièrement compétents pour motiver aussi bien leurs clients sportifs que leurs collègues, que leurs supérieurs. Ils sont là aussi pour empêcher de se démotiver. Ils ont plein de techniques pour le faire. Et ils ont également un pouvoir très important d'essayer de fidéliser la clientèle, d'empêcher qu'elle parte ailleurs. Et pour ça, ils vont avoir différentes techniques qui sont à leur disposition pour le faire. Et ils vont aussi avoir pour mission d'empêcher aussi leurs collaborateurs de quitter le lieu d'entraînement et d'aller à la concurrence ou dans un autre lieu ou abandonner tout simplement leur fonction. Le rôle du leader, c'est de motiver que ce soit tout le monde, tant au sein de l'activité physique de leurs sportifs, mais également d'empêcher leur personnel et leurs collaborateurs de s'en aller dans une autre voie extérieure à ce qu'ils sont en train de faire pour le moment. Leur rôle également, ce sera aussi de motiver à gravir les échelons et à arriver à des postes supérieurs, que ce soit leurs élèves montés à des niveaux supérieurs, mais également leurs collaborateurs. Enfin, ce seront aussi et surtout des gens qui seront capables de se remettre en cause, de tout le temps essayer de se former à de nouvelles méthodes et aussi d'influencer leur personnel et leurs élèves à aller vers des formations plus approfondies et à aimer apprendre. C'est surtout leur rôle, à essayer d'entraîner de l'autonomie, d'amener les gens à être plus autonomes par la délégation et puis par l'autonomie, également pour leurs élèves. Le leader, eh bien, il aura aussi pour rôle de fixer clairement les objectifs à long terme de son sportif. Il sera également là pour pouvoir mettre les objectifs à court et à moyen terme également pour y parvenir. Il sera là, comme je vous l'ai dit, pour motiver
le sportif. Donc, il donnera à long terme une vision claire et détaillée pour lui permettre de savoir où il va, et avoir son étoile vers laquelle il doit aller. Mais il doit également parfois savoir gérer des objectifs pour chaque athlète et pouvoir également donner des objectifs clairs pour l'ensemble de l'équipe quand on a affaire à des sports collectifs. Quand on a affaire à des sports collectifs, eh bien, il y aura des objectifs collectifs pour l'ensemble de l'équipe et puis il y aura des objectifs individuels pour chaque personne faisant partie de l'équipe. Et il devra également être capable de gérer les conflits lorsque ça existe, que ce soit au niveau de ses supérieurs, au niveau de ses collaborateurs ou au niveau également des sportifs vis-à-vis de lui ou des sportifs à l'intérieur d'une même équipe. Enfin, un point qui pour moi est très important, c'est que pour moi, tant dans mon entreprise et dans les différents secteurs de mon entreprise a ses propres valeurs, elle a son ADN. Mon entreprise porte des valeurs en tant que telle et par conséquent, eh bien, je dois également être porteuse de ces valeurs pour représenter mon entreprise qui porte également ces valeurs. Je dois être son porte-parole. C'est également le cas pour l'entraîneur qui va également avoir ses propres valeurs pour donner cours. Certains entraîneurs ont des valeurs différentes les uns des autres. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Tout le monde n'est pas porteur des mêmes valeurs, de même esprit, même politique, religieux, etc. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des valeurs très importantes dans le sport et c'est principalement des valeurs d'effort, des valeurs de courage, des valeurs de dépassement de soi, de détermination, de résilience, de non-discrimination, d'ouverture d'esprit, etc. Eh bien, les entraîneurs ont chacun leurs valeurs et ils vont, dans le cadre de leur métier, eh bien, favoriser certaines valeurs au détriment d'autres et celui qui a le plus de valeurs et qui est porteur de valeurs et qui parvient à les mettre en évidence, eh bien, a sans doute un avantage à celui qui cache ses valeurs ou qui n'en a tout simplement aucune. Mais être porteur de valeurs, c'est aussi une carte d'identité bien indispensable si on veut se différencier de la masse et faire partie des meilleurs et des plus hauts dans le milieu du sport.